Donc, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Santiago Barcy. Tantôt, on s'est présenté avec Isabelle rapidement, mais je suis étudiant à la maîtrise en aménagement à l'Université de Montréal et j'ai la chance de faire partie de l'équipe à Réaction depuis septembre 2020. Et avec la collaboration de l'Observatoire, j'ai pu entamer ma recherche, mon mémoire de maîtrise, dans le fond, qui traite sur les infrastructures vertes et bleues pour une adaptation et une gestion durable des inondations en milieu urbain. Donc, je me lance. Sinon, je vais aller sur l'écran. Pressé parce que des fois, il faut juste leur démarrer la première fois là-dedans. Ah, voilà, merci. Parfait. Donc, je vais aller rapidement sur le contexte que sûrement vous connaissez déjà, le contexte des inondations au Québec, qui nous ouvre la porte, tantôt on parlait de ça justement, vers un besoin d'innover et une opportunité un peu. Tout le concept après ça de vivre avec l'eau qui a mené vers ce qu'on peut appeler aujourd'hui les infrastructures vertes et bleues, ou infrastructures naturelles. On va voir aussi tous les concepts qui tournent autour de cette idéologie-là. Le territoire d'études et les outils, dans le fond, d'accord de ma recherche, de mon projet en particulier. Puis finalement, les prochaines étapes, évidemment, puisque ce n'est pas un travail qui est terminé à ce stade-ci. Donc, pour la problématique des inondations, on sait déjà les grands épisodes récents. On a 2017, 2019, causés par, en grande partie, des pluies fortes, la fonte des neiges aussi printanières. On a quelques données ici, rapidement, juste plus de 500 municipalités qui ont été touchées avec les 2 années. Plusieurs qui ont été touchées 2 fois dans ces 2 années-là. Et près d'1 million de dollars de coûts directs et indirects, dans le fond, par les inondations. Donc, ça, c'est une partie de la problématique qui est plus peut-être du monde, si on veut, du côté naturel, tout le côté hydrologique. On a ensuite aussi la question d'étalement urbain, qui est quand même assez populaire ici au Québec. C'est un territoire qui s'est étalé de manière super rapide dans les années 60 et 70. Et ce que ça a fait que beaucoup de personnes qui sont placées dans des milieux à risque, dans des milieux inondables, dans le fond. On a donc eu avec cet étalement urbain une grande modification du sol. On parle de perméabilisation. Ça, c'est quand on vient juste, par exemple, paver le sol, soit pour les routes ou des stationnements, et ainsi de suite. On enlève on vient enlever les processus naturels qui arrivent sur le sol. Puis, sur le long terme, il y a un vieillissement aussi de ces infrastructures-là qui sont utilisées pour l'étalement, les infrastructures de services municipaux ou même de protection contre les inondations qu'il faut venir remplacer. C'est des structures qui ont une durée de vie limitée. Et il ne faut pas oublier aussi les changements climatiques, évidemment, qui viennent intensifier, dans le fond, les pressions qui existent déjà. Donc, dans le cas des inondations ou des catastrophes, des aléas, on vient les rendre plus fréquents et plus intenses sur le long terme. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une population vulnérable qui est de plus en plus à risque, un aléa qui s'intensifie, ce qui fait que clairement, on a un besoin pressant d'innover et ça passe surtout par l'aménagement du territoire. On peut voir ici une image de Sainte-Marthe-sur-le-Lac suite après les inondations de 2019. Donc, ça, c'est la réalité de plusieurs personnes au Québec, certaines, comme je disais tantôt, qui ont été frappées 2 fois de suite. Ce qui mène à ma question de recherche, dans le fond. Donc, comment adapter le concept d'infrastructure verte et bleue, qui est un concept relativement jeune quand on parle d'outils d'aménagement, à notre contexte québécois pour une adaptation et une gestion durable des inondations en milieu urbain. Donc, comme j'ai ouvert la porte jusqu'à maintenant, donc au Québec, la situation criante, donc la situation des inondations crée un besoin criant pour innover, dans le fond, trouver des solutions qui sont durables. Et on vit un réel virage politique à la lumière de ce qui s'est passé, qui nous permet ou qui en fait rend la situation propice à justement des nouvelles opportunités. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Je vais commencer pour qu'on soit tout le monde sur la même page, donc par des définitions et quelques concepts aussi. Par infrastructure verte et bleue, ce que j'entends, ce que j'ai sélectionné comme définition. Donc, des systèmes interconnectés d'éléments naturels et semi-naturels, à la fois verts, quand on parle de végétation, par exemple, terrestre, éléments bleus, tout ce qui est aquatique, et hybrides aussi, des environnements qui sont à la fois parfois mouillés, parfois secs, qui sont déjà en place et conçus et qui offrent une panoplie de services écosystémiques à la société. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment dans le concept d'infrastructure verte et bleue, c'est le vert
le bleu, ensemble, la connectivité et les services écosystémiques qui sont vraiment la monnaie d'échange, si on veut, lorsqu'on essaie d'écrire un argumentaire sur ce type de concept-là. J'ai un graphique ici que j'ai trouvé que je trouve super intéressant, qui vient à la fois illustrer les différents concepts, principes et stratégies, et qui les regroupe aussi. Parce qu'à travers le monde, depuis les dernières peut-être 20, 30 ans, on a vu l'apparition de plusieurs concepts qui se rattachent à la gestion des eaux quand on parle soit des eaux de pluie ou des inondations en milieu urbain. Donc, en graphique, on l'a à gauche, puis vous en nommez quelques-unes. NBS, par exemple, qui est très utilisé aujourd'hui, c'est les Nature-Based Solutions, qui englobe toute une panoplie de solutions d'ingénierie qui s'adaptent, qui s'inspirent de la nature, en fait, pour gérer l'eau. Puis, on voit aussi, par exemple, le BGC, qui sont les Blue Green Cities. Donc, ce concept de bleu-vert qui est étalé à l'échelle de la ville même. Donc, on aura une panoplie de concepts. Je me suis amusé à les placer selon mes trouvailles à travers le monde. Évidemment, on a les enjeux ou la problématique d'inondation c'en est une qui frappe le monde au complet. C'est l'aléa le plus récurrent et le plus dévastateur aussi. Donc, au Québec, c'est une chose. Alors, dans le monde, parfois, c'est encore bien pire. Donc, on peut voir que différents concepts apparaissent. Parfois, le même concept est utilisé à plusieurs endroits à travers le monde. J'ai créé une courte ligne du temps avec ces différents concepts-là, quelques illustrations aussi, juste pour vous mettre en contexte, vous donner une idée de à quoi est-ce que ça ressemble. Mais ce que je veux qu'on retienne précisément, c'est l'apparition en fait, de ces stratégies-là vers les années 1970, puis vraiment une explosion de différents concepts entre les années 90 et puis années 2000, où est-ce qu'on voit apparaître vraiment les infrastructures vertes, par exemple, tout ce qui est infrastructure naturelle. Donc, on va au-delà de l'idée d'inclure la végétation dans la ville. On va vraiment à l'utilité, si on veut, de ces éléments naturels-là pour gérer l'eau. Donc, tantôt, je disais NBS, Nature-Based Solutions, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, le plus moderne, si vous voulez, le dernier terme. J'ai pris bleu et vert puisque je me concentre vraiment sur les inondations, puis les éléments naturels, donc un petit peu moins du côté des infrastructures grises. Et c'est ce qui m'amène à d'autres concepts importants qui vont revenir à travers la présentation. Tantôt, on a vu résilience et vulnérabilité avec Isabelle. Mais on a par exemple l'infrastructure grise, qui est tous des éléments structurels qui sont déjà en place, qui sont traditionnellement utilisés. Par exemple, ça pourrait être des digues, ça pourrait être des barrages, des murs, et ainsi de suite. Et le service écosystémique, qui peut revenir souvent aussi, qui est donc un produit des écosystèmes, qui est des éléments naturels dans le fond, qui peut être matériel ou immatériel, et qui est utile au bien-être de la société. Tantôt, je vais en nommer des exemples. Donc, pour citer vraiment la table, j'ai voulu comparer les infrastructures vertes et bleues et les infrastructures grises de manière conceptuelle sur quelques principes ou quelques aspects super importants quand on travaille dans la gestion des inondations. J'en ai nommé quelques-uns pour aller rapidement, mais par exemple, l'adaptabilité. C'est vraiment un des arguments principaux quand on parle qu'on veut venir vendre une infrastructure verte et bleue au lieu d'une infrastructure traditionnelle. Adaptabilité, par là, on entend, quand on pense à un milieu naturel, c'est quelque chose qui va s'adapter. Évidemment, ça demande un certain maintien, un suivi, mais c'est quelque chose qui va s'adapter, qui va croître avec son environnement. Tandis qu'une infrastructure grise, quand on pense à une digue, par exemple, c'est quelque chose un peu plus statique qui, si on veut l'adapter, si on veut continuer un peu la tendance, surtout avec les changements climatiques, ça demande des interventions souvent lourdes, très, très coûteuses. On peut parler de coûts, par exemple. Tout ce qui est infrastructure naturelle, lors de l'implantation, c'est souvent moins cher, considérablement moins cher que les infrastructures grises qui, à leur tour, sont souvent, bon, les coûts sont variables évidemment, mais souvent élevés lorsqu'on parle d'un ouvrage de protection. Mais par contre, c'est sûr que je suis un peu biaisé, là. Mais il y a des points aussi plus positifs, si on veut, du côté des infrastructures traditionnelles. Par exemple, l'acceptabilité sociale et politique, c'est quelque chose qu'on connaît. On peut se baser sur les infrastructures grises. Le rendement, même chose, c'est quelque chose qu'on peut calculer. Donc, c'est sûr que ça reste une option pour laquelle on va pencher dans la plupart des cas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre avec cette comparaison-là, c'est juste que les infrastructures vertes et bleues, du moins la façon que je le présente ou que je le recherche,
C'est que ce n'est pas une recette miracle ou ce n'est pas une alternative complète. C'est vraiment un concept qu'il faut venir utiliser en complémentarité avec ce qui est déjà sur le territoire. Quelques petits exemples en rafale pour qu'on ait une bonne idée en tête. On a par exemple de gauche à droite une différence d'échelle. Donc, à gauche, on commence avec un parc de taille ou d'échelle, si on veut, municipale d'une ville en Chine. Donc, c'est un parc de mangroves, donc une plante qui est super utilisée dans tout ce qui est la rétention d'eau, dans la gestion des inondations. Au milieu, on a un parc à Portland. Je n'ai pas fait exprès de prendre deux exemples de Portland, vous m'excuserez. C'est une ville qui est super avancée dans ces infrastructures-là. Mais on a un parc à l'échelle peut-être plus du quartier. Donc, c'est un parc qui se trouve au milieu entre un grand nombre d'unités et d'édifices résidentiels. Et à droite, la plus petite échelle soit celle de la rue. Et on parle d'une saillie trottoir. On en a ici aussi à Montréal plusieurs depuis déjà 2-3 ans. Donc, des saillies végétalisées qui viennent capter l'eau sur le bord des rues, en fond. À Montréal, maintenant, j'ai essayé d'inclure quelques exemples du Québec. On a le parc Jean-Drapeau qui, à travers le parc, on a des années, en fait, on a conçu pour capter les eaux de pluie. Donc, pour ceux qui ont la chance de se promener, c'est immensément végétalisé. Un peu le même concept pour le marais Tiley. On a plusieurs marais ici au Québec. On peut parler de marais de filtration. On peut parler aussi de jardins de pluie. Donc, souvent des milieux qui auraient pu être autrement oubliés, comme des friches, par exemple, mais qui sont utilisés et qui sont maintenus avec des espèces végétales spécifiques pour une gestion des eaux, du moins une rétention des eaux. Quelques principes d'aménagement quand on parle des infrastructures vertébrées comme outils. Je vais les passer en rafale. Donc, le côté multi-échelle, l'infrastructure vertébrée, comme je viens de vous montrer, peut soit se faire à l'échelle de la ville, peut se faire à l'échelle de la rue ou même de la parcelle. Et il faut en fait avoir ces différents niveaux en tête lorsqu'on conçoit ces infrastructures à travers un territoire. La connectivité, l'idée notamment de la continuité écologique. Si on veut optimiser vraiment l'apport de ces infrastructures-là, il faut garder la connectivité en tête. Donc, au lieu de faire juste un jardin, par exemple, au milieu d'un stationnement, oui, ça a un certain apport, mais il faut que cette infrastructure-là soit connectée à quelque chose d'autre si on veut pouvoir optimiser le rendement, si on veut. C'est un concept qui est polysémique ou polymorphe, si on veut. Ça prend une forme très différente d'un milieu à l'autre. Donc, les infrastructures naturelles vont dépendre du contexte, oui, urbain, c'est sûr, mais aussi climatique. Évidemment, on parle quand même de végétaux. Un concept que j'appelle retour à la source, donc dans le fond, des manières de faire qui ressemblent plus peut-être à ce qu'on faisait dans le passé. Donc, un respect, si on veut, plus des inondations. C'est un élément naturel qui arrive depuis, qui arrive depuis toujours, en fait. Et vivre avec l'eau aussi, même chose. Puis, complémentarité tantôt, dont j'ai mentionné rapidement. Donc, ce n'est pas une alternative aux infrastructures grises, mais bien quelque chose qu'il faut venir travailler ensemble. Les services écosystémiques, pour qu'on ait vraiment une idée de ce que c'est. Donc, ce sont des produits matériels et immatériels, comme j'ai mentionné tantôt. Quelques exemples, pour moi, le plus pertinent dans ma recherche, c'est la mitigation des inondations. Donc, on peut parler de biorétention, biofiltration aussi, qui peut avoir un lien avec la qualité de l'eau. On peut parler de production de nourriture, par exemple. L'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Recharge de nappes phréatiques, création d'espaces récréatifs. Quand on crée un parc, on peut le créer à la fois en offrant un espace récréatif aux citoyens, puis un espace de mitigation des inondations aussi. Et j'en passe plusieurs, évidemment, ce sont les plus importants de mon point de vue. Donc, dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on peut venir justement catégoriser ou évaluer les infrastructures vertébreuses? Si on parle d'un marais ou d'un bassin de rétention ou d'un projet de végétalisation d'une berge. Donc, il y a plusieurs outils qui sont de plus en plus populaires et qui sont de plus en plus aussi utilisés par des administrations comme des villes qui permettent d'évaluer l'apport écologique de ces milieux-là. Donc, un exemple super rapide qui date de quelques années, en fait, c'est le manuel des milieux humides de l'Ontario. C'est un manuel, dans le fond, vous avez l'image à gauche qui qui est basée sur une littérature scientifique qui permet de donner une pondération. C'est comme une espèce de score de résilience, si on veut, dépendamment du type de milieu. On a swamp, marsh, mais ils vont aussi aller avec d'autres caractéristiques comme la taille, par exemple, la taille du milieu. Et ces aspects-là sont quantifiés, comme je viens de dire,
avec des références scientifiques, dans le fond, qui l'évaluent selon le type de milieu. Puis à droite, on a des types de critères, par exemple, que je vais développer davantage là-dessus. Ça, c'est notre équipe qui les ont, en fait, moi puis mes collègues qui les ont développés, mais ce sont des critères, encore une fois, basés sur la littérature scientifique qui permettent d'attribuer un certain niveau de pertinence à des éléments naturels. Donc, le cadre réglementaire au Québec, en entrée de jeu, j'ai parlé d'un espèce de moment propice pour aller chercher ce type d'innovation-là. Donc, on connaît aujourd'hui, suite aux événements récents, une modification aux lois existantes, notamment la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur la qualité de l'environnement, qui encadre davantage tout ce qui est gestion des inondations, mais aussi l'aménagement des milieux résilients. Donc, on connaît une nouvelle réglementation en zone inondable. Isabelle en a parlé tantôt rapidement, le fameux règlement transitoire du MLCC, et différents projets et outils de planification novateurs qui s'en viennent, qui offrent aussi du financement pour des milieux, des aménagements résilients pour justement contrer les inondations. Et ce type de projet-là pourrait être, par exemple, une infrastructure verte et bleue. On a aussi un immense effort de cartographie des zones inondables à l'échelle de la province. Donc, des steps vers un aménagement plus résilient en général face aux inondations. Dans le cadre de ma recherche, donc, et ainsi que mon territoire d'études, en fait, j'ai la chance de me pencher sur un cas pertinent qui est le bassin versant de la Rivière-du-Nord. C'est le bassin versant dans lequel se trouve la municipalité de Saint-André-Argenteuil, qu'on a vu tantôt avec Isabelle. Tantôt, je vais aller plus en profondeur sur la municipalité. Mais dans le fond, mon territoire d'études, pour la question des multi-échelles, par exemple, des IVB, pour la question aussi de la solidarité amont-aval, quand on parle de gestion de l'eau, il faut toujours avoir cette idée-là en tête d'écoulement, la direction des écoulements des eaux. Donc, mon territoire d'études est à la fois le bassin versant de la Rivière-du-Nord pour une échelle beaucoup plus grande, régionale, dans lequel on a fait une étude de vulnérabilité. Ce que je vous montre, c'est la vulnérabilité totale. Et c'est vraiment une esquisse. Il faut prendre ça avec un grain de sel quand même. C'est une esquisse que nous, on a fait dans le cadre d'une expérimentation, d'un projet. Et ce qui va venir le plus me chercher, ce que je vais devoir utiliser le plus pour mon projet, c'est la sensibilité ou la vulnérabilité territoriale et environnementale. Justement, pour la question de solidarité Mont-Aval, comme je disais tantôt. Donc, à l'aide d'une telle étude, je vais pouvoir par la suite identifier des endroits où je vais pouvoir aller intégrer des propositions d'infrastructures vertes et bleues, évidemment de manière théorique. Maintenant, à l'échelle de la municipalité, là, on se trouve dans la ville de Saint-André-Argenteuil. Ça, c'est une carte que vous venez de voir tantôt. C'est une municipalité qui se trouve en aval donc à la fin de cet écoulement des eaux-là du bassin versant que vous venez de voir. Et excusez-moi. Mes excuses. Encore une fois, on a eu la chance de faire l'étude complète de bord en bord de cette municipalité-là, ce qui va me permettre, moi, à mon tour, d'aller proposer des aménagements assez spécifiques pour contrer les inondations, donc vraiment des aménagements qui tournent autour d'infrastructures vertes et bleues. Je vais vous montrer les illustrations tantôt sur lesquelles je vais décortiquer un peu. Mais c'est ça, le but de l'étude, c'est vraiment d'aller localiser les endroits les plus vulnérables ou les plus propices aussi, parce que ce n'est pas toujours une question de problématique. Aussi, on a tout ce qui est enjeux et opportunités sur lesquels il faut miser. Ce que je vous présente en ce moment, 5. Ce que je vous présente en ce moment, ce sont donc mes premières esquisses de propositions à l'échelle de la municipalité. Vous l'avez vu tantôt, il s'agit ici du raménagement qu'on avait proposé pour le centre du village, en fond, la consolidation. Et ce sur quoi je me penche, moi, ce sont les infrastructures vertes et bleues, des aménagements un peu plus subtils que d'autres des fois. On a par exemple en bas à droite de l'image une saillie végétalisée qui vient capter les eaux de pluie. On a des propositions de pavés perméables aussi. Donc, vous avez l'image avant-après. Donc, en haut, on peut voir tout cet espace-là qui est sous-utilisé en ce moment. Donc, on a de la place, un critère quand même fondamental pour des infrastructures vertes et bleues qui fonctionnent. Et on a des opportunités, donc il faut aller miser sur ces milieux-là. La deuxième illustration que vous avez vue aussi tantôt, sur laquelle on propose encore une fois toute une espèce d'accompagnement de la chaussée qui va venir capter l'eau, donc des plantations avec un dispositif de drainage, un accès à l'eau, donc tout
tout ça qui va aller vers la rivière aussi. C'est difficile à voir peut-être au milieu de l'image en bas, on a aussi un jardin de pluie dans l'espèce de cour qu'on a laissé. Donc, toutes des interventions à l'échelle locale. Ce qui va me rester par la suite, et tantôt on va le voir aussi, ça va être à l'échelle plus régionale. Les critères de résilience qu'on a aussi développés, qui sont toujours en progrès, évidemment aussi. C'est un travail itératif, puis en constante modification. Donc, ce sont des critères de résilience qui vont m'aider, qui vont permettre un peu, si on veut, de donner une certaine valeur écologique à des projets d'infrastructure verte et bleue. C'est dans le cadre, évidemment, de tout ce qui est face aux inondations. Donc, on fait moins attention peut-être, pas qu'on fait moins attention, mais on met moins en premier plan tout ce qui est biodiversité, par exemple. Et on va mettre de l'avant ce qui est inondation. Donc, on va vraiment aller sur les thèmes, oui, de l'environnement, mais aussi de la sécurité. Ils sont sous forme de grilles, de pointage, qui donnent une espèce de score de résilience. Et, comme je disais tantôt, ça permet d'évaluer un projet tel qu'une infrastructure verte et bleue. On peut évaluer le rendement, les coûts, le maintien, les services écosystémiques qui seront offerts. Évidemment, ça reste très théorique. Ces critères-là seront d'ailleurs inclus dans un outil que l'équipe avec la réaction on développe, qui s'appelle Résiliaction. Mais cela, ça s'apparente vraiment plus au niveau environnemental. Prochaines étapes, ce qui reste pour mon projet. Donc, comme je disais tantôt, aller de l'avant avec les propositions d'aménagement, aussi aller voir l'échelle du bassin versant et faire la connexion pour tout ce qui est écoulement des eaux, pour tout ce qui est solidarité amont-aval à l'échelle du bassin versant. Des indicateurs à ramasser, on en a certains, mais il manque aussi des données un peu plus spécifiques pour pouvoir aller proposer une intervention, puis aussi calculer un peu, si on veut, la faisabilité de ces projets-là, tels que les volumes d'eau, si on les a par exemple pour la municipalité de Saint-André-en-Renteuil, les types de sol et ainsi de suite. Et nous avons la chance de rencontrer les acteurs locaux, comme tantôt vous l'avez vu avec Isabelle. Et donc, ce qui fait partie d'une prochaine étape aussi, ça va être d'aller présenter ces aménagements-là ou ces propositions-là aux acteurs locaux et aux parties prenantes. Et je vous laisse avec une citation qui m'a guidé lors de mes recherches, mais pas seulement à ma maîtrise, mais aussi avant ça, une citation de Janine Benyus, qui est une biologiste. Donc, je traduis de manière un peu lousse. Lorsque la forêt et la ville seront fonctionnellement identiques, alors là, on aura atteint une réelle durabilité, si on veut, une réelle sustainability. Et voilà. Merci. Je suis entré longtemps. Commentaire? Merci, Santi. Certain. On a vu dans ta présentation, en fait, dans tes deux interventions, la présentation précédente aussi, qu'il y avait des lieux qui présentaient des risques auxquels on pouvait apporter non seulement des solutions contre ces risques-là, mais des améliorations de diverses natures. Ouais. Et j'avais remarqué dans la présentation précédente, à un moment donné, c'est passé en vitesse, l'éco-gentrification. Ouais. Est-ce que c'est une préoccupation qui va être abordée avec les acteurs qui on a discuté de comment on peut, d'une certaine façon, être équitable envers tout le monde et ne pas simplement cibler les lieux à risque pour les transformer en lieux tellement extraordinaires? Ça, c'est une super question, Martin. Donc, c'est sûr que tout ce qui est, par exemple, plus côté social et inclusion, oui, ça prend en compte à 100 %, même si on se penche sur les infrastructures vertes et bleues. C'est peut-être plus en périphérie de mon projet, mais dans le fond, pour te répondre vite de même, ce qu'il va falloir faire, c'est justement pas juste prendre en compte des éléments naturels ou des critères naturels. Puis justement, aller empiéter un peu aussi sur le social, sur la gouvernance puis la participation. Donc, tous les projets, les projets plus qui sont plus une réussite en infrastructure verte et bleue en ce moment, ce sont des projets qui se font en participation avec les citoyens. Souvent, on a besoin, par exemple, d'empiéter sur un tel terrain privé. Mais là, il faut absolument, on n'a pas le choix, il faut absolument inclure la population. Donc, je pense qu'une des façons peut-être d'essayer d'éviter le plus possible l'éco-gentrification sera celle-là. Donc, soumettre ces projets-là, comme tout autre type de projet, à une participation. Mais quelle participation? Parce que l'on peut avoir la participation des citoyens, on pourrait dire touchés et éventuellement bénéficiaires, donc ceux qui sont dans le secteur en question. Ouais. Mais est-ce que ça inclut aussi la participation des autres citoyens qui sont non concernés, mais finalement concernés parce qu'il ne se passe rien pour eux? Oui, c'est sûr qu'il y a eux aussi. Puis, comme je disais tantôt, la question
des écoulements des eaux, mais la question des infrastructures vertes et bleues, si on veut que ça soit une réussite, oui, ça se fait à une plus grande échelle. Des fois, on parle beaucoup de solidarité amont-aval. Donc, tout à fait, il va falloir aller voir aussi les gens qui sont en amont de ces personnes-là, parce que souvent, là, ce qu'on a proposé, c'est à l'échelle de Saint-André, parce qu'on a la chance de travailler avec eux, puis on connaît le territoire super bien. Mais c'est pour ça, justement, ce qui me reste à faire, c'est aller au-delà de la municipalité, en amont principalement, puis proposer quelque chose qui est en concordance avec ce qui va se passer en bas. Donc, je pense aussi que la façon d'impliquer les citoyens va être sur une vision amont-aval plus qu'autre chose. J'espère que ça répond un peu. C'était une question. Est-ce qu'il y a une distinction entre des infrastructures vertes et bleues à portée collective et d'autres à portée plus individuelle? Il y a déjà, il y a des techniques ou des méthodes de rendre sa parcelle plus résiliente, mettons à l'échelle de la parcelle. Ça peut se faire. Mais tantôt, si on parlait justement, tu peux avoir un bâtiment résilient, mais est dans une zone qui est vulnérable. Donc, il y a une limite à ça. Mais oui, ça se fait. Puis, la meilleure façon, ça va être d'encadrer, de sensibiliser. Écoutez, on fait une infrastructure verte et bleue sur la rue, un bassin, peu importe. Voici ce que vous pouvez faire aussi pour rentrer en concordance. Aussi, il y a des personnes qui ont des grands terrains. Ce n'est pas seulement des parcelles comme on a à Montréal. Donc, des fois, ça peut avoir un grand impact. Qu'est-ce que toi, tu fais chez vous, sur ton terrain privé? Ouais. C'est bon, la question sur l'éco-gentrification, ça rejoint aussi le commentaire que j'avais fait parce qu'il y a l'éco-gentrification, mais à quelque part, il y a aussi d'autres concepts comme la spéculation ou la rentabilisation pour ceux qui vont s'être fait attraper par ces secteurs-là. Donc, je n'ai pas de question, c'est pas un commentaire, mais c'est quelque chose qui pourrait être super intéressant. C'est ça qu'on a essayé, nous, à analyser parce qu'il y a les citoyens directement concernés, il y a les citoyens du reste de la municipalité, puis il y a les citoyens qui voudraient peut-être y aller, en fait. C'est un gros enjeu qu'on prend en compte. Et justement, là, le projet que je vous ai montré de Gentile Resident District, c'est un des côtés négatifs parce que ça crée une éco-gentrification et une hausse de tout ce qui est foncier. Et c'est pour ça que nous, dans le projet, vous avez vu, je vous parle de logements abordables, de locatifs, etc., avec une stabilisation aussi des quartiers. Donc, c'est évident que ça doit s'accompagner de mécanismes pour assurer, on ne peut pas complètement empêcher, mais d'éviter. Et avec la pandémie, ça a été un petit peu un enjeu énorme. Parce que des bâtiments qui valaient 150 000 $ en 2019, maintenant, ils valent 400 000. Donc, oui, je pense que ce serait extrêmement intéressant peut-être d'aller vraiment documenter un petit peu plus ça, mais c'est clair que nous, dans notre outil, on le prend en compte. Oui, ça va mettre dans la main, c'est sûr, pour répondre plus concrètement. Martin, j'aurais pas le choix de voir ces mécanismes-là, puis de voir ce qui se fait justement en mixité de logement, puis ça va mettre dans la main ensemble, c'est sûr. Je suis un peu embêté parce que j'ai une question en ligne, effectivement, de Sybille Zettel, mais qui doit quitter. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle pourra, elle nous envoie son mail, elle pourra, Parfait. on pourra lui répondre par mail, mais sa question était, est-ce qu'on connaît les coûts-bénéfices des IN et des IB? Les coûts-bénéfices. Oui. Mais tantôt déjà, pour le projet, est-ce que je réponds maintenant? Oui. Pour le projet Ça marche. Pour Amerzi, on a fait un des indicateurs, c'était justement environnemental. Et ça, on l'a pris des travaux d'une équipe qui font justement ce type d'études-là. Sur le long terme, tu arrives à avoir des retombées économiques. Ça peut être, de ce que moi je connais par exemple, tu peux en avoir qui sont plus peut-être difficiles à calculer, comme des retombées sur la santé des gens. Mais sinon, si tu arrives à éviter les dommages, ça c'est la plus directe. Donc, une retombée sur des dommages évités. On sait ce que ça coûte. On sait ce que ça coûte une inondation aujourd'hui. Si le projet d'infrastructure verte et bleue ou infrastructure naturelle est efficace, on arrive à le prouver ou du moins à le modéliser avec une précision accrue, on pourrait offrir un certain chiffre. On pourrait le chiffrer. Mais après, il y a d'autres choses aussi. Les coûts de maintien de systèmes de filtration des eaux, de canalisation, par exemple, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des grandes inondations, souvent le système d'égout est surchargé. Ça a des coûts, ça entraîne des coûts aussi. Ça va être des coûts qui peuvent être allégés par les infrastructures naturelles. Mais c'est encore difficile, on n'a rien de très concret pour l'instant.
C'est en cours. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup.